Bonjour à chacun, bonjour à tous. Merci d'être encore au rendez-vous de votre émission Que dit la presse. Nous sommes au mercredi 11 février 2026. Commençons cette émission par la une des journaux. Le Patriote. Un mois après les législatives de 2026, la coordination nationale du parti Les Démocrates prévue pour ce vendredi. Contrôle douanier. À Semenkodi, les Clébés ont toujours pignon sur rue. Humeur du temps à Ouanvo et Ebla, ou la révélation d'une inculture politique. Guinée-Conakry, Diakité enlevé par des assaillants dans la capitale. Le Paraclet, présidence de l'Assemblée nationale, un mérite, une récompense ou un lot de consolation, s'interroge le quotidien. Dynamique Christelle Hundongo Aliouza, la mesure, l'âme des esprits forts dans un monde d'essais. Toujours avec le quotidien Le Paraclet, élevé au grade de général d'armée aérienne, Bertin Bada porte ses galons. La tribune de la capitale, première séance plénière post-investiture ce jour. L'architecture institutionnelle de la 10e législature au menu. Bénin Mémoire Toponymie, Talon nomme une commission nationale. Irénée Koupaki, président de cette commission, apprend-on dans les colonnes de ce quotidien. L'affiche du jour. Inclusion financière et autonomisation sociale au Bénin, microcrédit à l'AFIA, plus de 53 milliards de francs CFA injectés au profit de plusieurs bénéficiaires. Assemblée nationale, Diogbenou place son mandat sous le signe de la continuité et de la rigueur. Diffusion en direct des audiences contentieux électoraux, la Cour suprême met à nu les failles opérationnelles de la Sénat. Anac aux ventes de poubelles au Bénin, un faux agent de la SGDS jugé par la criette. Le meilleur, Assemblée nationale 10e législature, le président Joseph Diogbenou préside sa première séance plénière ce jour. Forces armées béninoises, Bertin Bada devient le premier général 5 étoiles. Matin libre, développement durable à Montpa, Konrad Bagidi et Talata inaugurent des toilettes agroécologiques. Attaque terroriste à l'aéroport de Niamey, 16 incohérences dans le discours de Tiani. Bénin intelligent, 10e législature, Diogbenou prend ses marques. Première séance plénière, ce jour, annonce le quotidien. Armée béninoise, le général Bertin Bada aborde une 5e étoile présidentielle de 2026, le spécimen du bulletin unique validé. Et nous bouclons avec le quotidien Les 4 vérités. Élection présidentielle de 2026, le bulletin unique validé avec des ajustements. Assemblée nationale, constitution des commissions et groupes parlementaires, Joseph Diogbenou convoque les députés pour ce mercredi. Forces armées béninoises, Bertin Bada porte désormais 5 étoiles. Microcrédit aux plus pauvres, plus de 53 milliards décaissés. C'est donc sur le quotidien Les 4 vérités que nous bouclons cette première partie consacrée à la une des journaux. Nous marquons une courte pause, le temps pour nous de recevoir les confrères en studio pour l'instant débat. Que dit la presse? Que dit la presse? Retour en studio ce matin pour l'instant débat pour cet exercice matinal. J'ai 2 confrères avec moi au bout de la ligne. Alfred Adjomagoussou. Alfred, bonjour. Bonjour, cher ami. Bonjour à tous. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Du Coin. Exactement, Du Coin Info. Du Coin Info, autant pour moi. Deuxième débatteur dans cette émission pour une première fois sur les ondes de Crystal News, Gabin Goubi. Il est le directeur de publication du quotidien Le Matinal. Gabin, bonjour. Merci de nous faire ce plaisir. Bonjour à vous, chers confrères. Nous parlons des contentieux électoraux ce matin. La Cour suprême a ouvert les portes de cette juridiction. On voit le contentieux électoral se dérouler au vu et au su de tous les Béninois. Fierté pour vous d'assister en direct à ces contentieux électoraux. Gabin Goubi. Oui, c'est une fierté. Je la participe un peu, de la dynamique moderne, de l'intégration des juridictions au système moderne de communication. Vous savez, les audiences au niveau des juridictions sont souvent publiques et donc ça permet au grand nombre, même si vous êtes à la maison, une fois connecté, de suivre ce qui se passe de l'autre côté de l'institution. Et donc c'est une
très bonne avancée. Et je pense que ça permet aux uns et aux autres de se faire une idée de comment ça se passe au niveau, n'est-ce pas, de ces juridictions-là. Parce que les électeurs qui ont émis leur voix en faveur de tel ou tel candidat auront donc l'avantage de suivre en direct, ce qui a été à l'origine de tel recours et pourquoi les résultats qui ont été donnés peut-être ne sont pas en phase avec les choix faits par les électeurs à la base. Donc pour moi, c'est une très belle avancée de savoir aujourd'hui que même depuis Tchoumi Tchoumi, je peux me connecter via mon smartphone pour savoir un peu comment se déroule telle audience qui a lieu à des milliers de kilomètres de mon lieu, du lieu où je me suis établi. Diffusion en direct des audiences des contentieux électoraux, un grand pas, non? Je pense que c'est tout ce que le Béninois Nanda peut souhaiter, parce que vous savez, il y a dans un passé qui n'est pas trop lointain, quand on dit il y a un recours, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça se passe à huis clos, ça se passe entre les protagonistes et les membres de la cour, et puis on nous sort les résultats, on nous sort les conclusions. Maintenant, nous avons l'opportunité, c'est tout ce que la démocratie demande, que tout ce qui concerne le peuple soit vu et entendu par le peuple, que ça se passe de façon crédible, de façon honnête. Et je pense que arriver à ce niveau-là n'est qu'un pas vers la crédibilité que nous souhaitons, la volonté du peuple béninois de voir tout se passer dans l'ordre, de voir tout se passer dans le respect de leur propre choix. Si le Béninois a voté pour, je prends le cas de mon aîné Brice, et puis c'est peut-être lui qui passe. Mais après les décomptes, c'est moi, je suis passé. Il a le droit de saisir la cour pour avoir cause. Et quand il saisit la cour, il faudrait que ceux-là qui ont voté pour lui, qui sont déjà informés du fait qu'il a saisi la cour, soient également informés du déroulement du procès, du déroulement de la séance, afin de comprendre si réellement à ce niveau, parce qu'il ne revient plus à lui de revenir à la base pour expliquer le contour ou le résultat de la séance. Mais à travers ces audiences publiques, tout le monde a le droit désormais de voir ce qui se passe et de comprendre ce qui se passe. Et je ne peux que féliciter la Cour parce que c'est à l'actif de cette institution-là et ça fait la fierté de tout le peuple béninois. Est-ce que les autres juridictions ne doivent pas aller à l'école de la Cour suprême, Gabin Goubi? Oui, absolument. Je pense que c'est un exemple qui mérite de faire école aujourd'hui. Pour autant que les audiences, par principe, sont publiques, je pense que c'est l'occasion aujourd'hui de rendre publiques les choses, parce qu'il n'y a rien de caché sous le soleil. Vous savez que la salle d'audience est accessible à tout citoyen qui est intéressé par le déroulé du procès. Pourquoi ne pas implémenter cette procédure-là au niveau des juridictions de droit commun, les tribunaux de première instance, même au niveau de la Cour d'appel, parce que la Cour suprême, vous savez, c'est l'instance supérieure. Si ce n'était pas en matière électorale, c'est-à-dire que si ce n'était pas par rapport au contentieux électoral qui donc relève de l'attribution de la compétence exclusive de la Cour suprême pour ce qui est donc des élections municipales ou communales, je pense que normalement on devrait franchir les paliers. Vous savez que les affaires ordinaires sont connues par les tribunaux de première instance. Et donc, si l'instance supérieure a cru devoir trouver la nécessité de rendre publiques ces audiences et de les rendre accessibles aux citoyens lambda par le mécanisme donc de la diffusion en direct via les canaux digitaux, aujourd'hui les tribunaux de droit commun, les tribunaux de l'ordre inférieur, si on peut ainsi dire, peuvent également aller à cette école. Donc c'est l'occasion de demander aux décideurs, aux autorités du monde judiciaire de réfléchir à comment est-ce qu'il faut s'inspirer
de l'exemple de la Cour suprême pour montrer véritablement que les juridictions jouent convenablement leur rôle. Et cela participe même de la transparence et de la crédibilité qui régissent bien le procès. Et ça permet à chacun et à tous de savoir que, contrairement aux griefs ou aux reproches qui sont faits à la justice, il n'y a pas d'irrégularité ou de jeu de flou qui entoure, n'est-ce pas, les procès. Et une fois encore, je salue cette avancée majeure qui est en train d'être introduite dans notre système judiciaire. Et je souhaite vivement que cela fasse école au niveau des autres juridictions. Aristide, vous souhaitez l'implémentation de cette mesure dans les autres juridictions également, vous autres? Merci beaucoup. Vous savez, au Bénin, nous avons l'habitude d'attendre l'autre fait avant de le faire. Du coup, ce qui se passe actuellement au niveau de la Cour, je pense que ça va s'étendre aux autres institutions aussi parce que elles ont eu la chance de voir comment ça s'est passé. Et je ne serai pas surpris de voir les prochaines audiences aussi sur des plateformes, encore que la plupart de ces institutions disposent de plateformes digitales de communication. Donc, je ne serais pas étonné de les voir également étendre leurs compétences sur le digital, encore que le gouvernement en place a beaucoup investi dans le domaine, a obligé beaucoup d'institutions à avoir des sites internet pour faciliter l'accès, pour faciliter la documentation au Béninois. Donc, aller faire des audiences publiques en ligne, je pense que ce n'est pas ce qui va coûter cher aux institutions. Nous nourrissons l'espoir de le voir parce que bien que les audiences soient publiques, tous les Béninois n'ont pas toujours accès. Quand on dit audience publique à Cotonou, c'est pas tous ceux qui sont à Cotonou qui peuvent avoir accès à la salle d'audience parce que la salle ne peut pas contenir tout le monde. Mais si l'audience est également en ligne, je pense que le Béninois n'a plus besoin, qu'il soit du nord, qu'il soit du sud, qu'il soit de l'est ou de l'ouest, de sa position disposant d'une connexion Internet, peut déjà suivre l'audience et savoir ce qui s'est passé, au même titre que celui qui a fait le déplacement en sac. Je pense que c'est le sport du peuple béninois et si les autres juridictions peuvent arriver aussi à ce niveau-là, ça fera la fierté du Bénin. Alfred, même si cette initiative d'avoir une audience ouverte, surtout déposée sur les réseaux sociaux, cette transparence saluée à justice, mais également a produit un effet inattendu. Elle a quand même exposé sans filtre certaines défaillances opérationnelles qui ont jalonné la gestion des résultats électoraux. Est-ce que pour vous, quand vous voyez une confusion entre les chiffres d'un agent électoral comme les coordonnateurs d'arrondissement et les chiffres évoqués par la commission et même par le représentant de la commission électorale nationale autonome devant les juges au niveau de ces audiences, est-ce que cela ne vous pose pas un problème qu'une même institution avec deux agents différents donne des chiffres contradictoires? Ça ne me pose pas de problème, c'est ce qui renforce d'ailleurs la crédibilité de nos institutions. On voit nos institutions à plus de sérieux dans la compilation. Il faudrait, à travers ces résultats, à travers ces expositions-là déjà, que ça soit la Sénat, tous ceux qui sont envoyés pour représenter ces différentes institutions sur le terrain, doivent savoir que, en cas de recours, ils doivent faire face à la loi. Ils doivent pouvoir apporter les preuves. Et quand il y a contradiction, on doit chercher à comprendre là où se trouve la faute. Et si c'est quelqu'un qui l'a fait sciemment, la personne tombera sur le coup de la loi. Ce qui est là, c'est clair. Oui, peut-être qu'on va imaginer des choses. Bon, le résultat de la Sénat, c'est autre chose. Le résultat du coordonnateur, c'est autre chose. Mais c'est nécessaire parce que ça permettra également aux institutions en charge des élections de véritablement veiller sur qui peut occuper tel poste, qui peut faire quoi. On ne peut pas désigner un coordonnateur d'arrondissement ou un coordonnateur communal, où le coordonnateur communal va laisser le travail à un coordonnateur d'arrondissement pour combiner le résultat de toute une commune. Il faudrait que ceux-là qu'on va envoyer sur le terrain représenter la Sénat ou les institutions en charge des élections soient des gens capables de faire le travail.
qu'ils reçoivent la formation nécessaire qu'il faut pour pouvoir faire le travail dans de très bonnes conditions. On ne peut pas faire une élection et sur le terrain, on a UPR 100. Je donne un exemple simple, hein, UPR 100, BL 100, Démocrate 200, FCB 1000. Sur le terrain, c'est ce qui est vu par tous les Béninois. Vous rentrez au niveau de l'arrondissement et les résultats changent. Au niveau de la Sénat, les résultats changent également. Donc, du terrain à la Sénat, il y a 3 différents chiffres. Là, il y a un problème. Et il faudrait comprendre. Et à travers ces audiences publiques, et qui est en même temps sur les réseaux sociaux, tout le monde comprendra à quel le niveau de compétence des agents qui sont envoyés sur le terrain, et on saura à quel niveau il y a problème. Et ça revient à chaque institution de faire le travail qu'il faut pour que les résultats qui sortent du terrain soient les mêmes que ce qui est communiqué. Parce que c'est tout ce que le Béninois veut. On veut une élection transparente. Et quand on nous dit tout le temps que les élections seront transparentes, il faudrait que dès qu'il y a des recours à travers les expositions, qu'on sente cette transparence là-dedans. Celui qui a perdu, que la personne dise, bon oui, j'ai perdu, mais j'ai perdu dans la transparence. Mais qu'on ne dise pas, on m'a taquiné. Quand c'est comme ça, la transparence prend un coup. Et je pense que oui, il y a un problème de fait de tout exposer, mais oui, il faut tout exposer pour que ceux-là qui sont appelés à jouer certains rôles à certains moments de notre vie politique puissent comprendre que leur crédibilité également est en jeu et le Béninois a besoin de savoir, le Béninois a besoin de leur faire confiance. Et au nom de cette confiance, ils doivent faire le travail pour lequel ils ont été payés. Gabin Goubiyi, chiffres divergents, procès-verbaux non concordants et cas inexpliqués d'un document à une autre version, parfois divergente selon les interventions. La confusion étalée au grand monde. Est-ce que la Cour suprême ne montre pas l'anus de la Sénat et des agents électoraux? Non, vous savez, le mécanisme de recrutement des agents électoraux est défini par la loi. Et depuis que le Code a prescrit la chose, je pense que la Sénat, pour les Sénats qu'on a connus, se sont employés autant que faire se peut à jouer convenablement leur rôle en la matière. Et sans fausse modestie, je pense que nous avons l'une des meilleures commissions électorales aujourd'hui en Afrique. Et vous voyez un peu que beaucoup de pays africains se déplacent bien vers cette institution-là, pour aller à son école, pour s'inspirer de son expérience et de son exemple et pouvoir implémenter cela chez eux. Bien, c'est à notre actif. Sinon, notre Sénat n'a pas la réputation de tripatouiller les chiffres, de modifier outre mesure ce qui se fait. Et ce que vous avez décrit tout à l'heure dans votre question et qui se passe peut-être à la Cour suprême, c'est l'œuvre de quelques brebis galeuses parce que malheureusement, la Sénat recrute sur la base de présomption. Vous savez qu'il y a un certain nombre de critères qu'il faut remplir. Il y a un profil du coordonnateur d'arrondissement qui est défini et donc le recrutement se fait via une plateforme en ligne. Donc vous postulez sur la base, vous versez les diplômes que vous avez dans la base de données et donc la Sénat, sans même procéder à aucune enquête de moralité, elle vous recrute. Donc il y a une présomption de confiance, une présomption de bonne foi. Maintenant, on ne peut pas présumer de ce que l'homme peut être. Donc il peut arriver que sur le terrain, des coordonnateurs d'arrondissement soient assez prétentieux ou peut-être sous l'influence de quelques acteurs politiques qui viennent bien vers eux essayer, n'est-ce pas, de modifier un peu ce qui se fait au niveau des zones. Mais pour ce que je sais, parce que j'ai eu une petite expérience d'agent électoral aussi, je ne pense pas que la Sénat change fondamentalement les résultats qui proviennent des terrains. Donc, ce qui se fait au niveau de la Cour suprême, vous avez dû remarquer que toutes les fois que la Cour suprême a tranché, c'est en fonction des compilations qui sont parvenues au niveau de la Sénat. Et le coordonnateur d'arrondissement a l'obligation de compiler au niveau de l'arrondissement devant, n'est-ce pas, les représentants des partis politiques, tous les résultats issus des différents postes de vote de l'arrondissement dans lequel il a exercé. Mais parfois, certains dérobent à cette
directives de la loi. Justement, et j'ai donné la raison tout à l'heure parce que c'est quelques brebis galeuses et ce que nous observons aujourd'hui au niveau de la Cour suprême qui est en train, n'est-ce pas, de vider le contentieux de ces élections communales-là, on ne peut pas dire que c'est partout, ça s'est passé, c'est quelques arrondissements, c'est quelques coordonnateurs d'arrondissement et je pense que les agents de la Sénat sont en train, n'est-ce pas, d'identifier ces coordonnateurs-là qui se sont illustrés par, je dirais, leur excès de zèle ou leur méconnaissance de la mission, de la sensibilité de la mission qui leur est confiée et qu'ils tireront exemple de cela pour les fois à venir. Sinon, fondamentalement, je ne pense pas que les quelques remises en cause au niveau de l'institution mettent à nu, au niveau de la Cour suprême, je veux dire, mettre à nu le travail de la Sénat. Ça ne remet pas en cause la crédibilité du scrutin. Autrement, la Cour aurait décrété que les élections soient reprises dans les arrondissements qui soient concernés. Donc moi, je me dis, ce n'est pas la première fois que nous organisons des élections. Mais c'est vrai, ces élections-là ont le caractère d'élection générale. Mais la Sénat est constituée de cadres qui sont dotés d'une certaine expérience et qui ont toujours fait le travail de façon professionnelle et qui ont été bienveillants au niveau de toutes les étapes du processus. Et donc, ce qui se passe, c'est juste pour montrer qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite, mais cela ne remet pas en cause fondamentalement le professionnalisme et la rigueur dont la Sénat a fait montre du déploiement du matériel électoral au recrutement des agents électoraux et à leur formation jusqu'à l'organisation pratique même du scrutin. Alfred, si la Sénat n'était pas complice, est-ce qu'il ne faut pas désormais demander à la société civile de faire le recrutement des agents électoraux? Puisqu'on a constaté qu'il y a des agents électoraux qui sont en position administrative, d'autres qui sont très proches des maires de leur localité par ailleurs. Il y a ce côté aussi qui compromet un peu le travail qui se fait là. Parce que il y a des agents électoraux qui ont de liens particuliers avec des candidats. Il y a des agents électoraux qui ont des liens particuliers avec les partis. C'est un peu comme tu me demandes de voir le résultat et de te dire la tendance alors que mon père est candidat. On ne peut pas comment je vais le dire, on ne peut pas directement accuser ces agents-là également parce que il y a un lien d'appartenance politique qui existe déjà là. Encore que le recrutement ne se base pas sur ça. Lors des recrutements, on ne demande pas s'ils sont affiliés à un parti ou quoi que ce soit. On demande seulement quelques diplômes et puis les compétences dans certains domaines. Mais il faut que la Sénat, dans le recrutement, mette beaucoup plus qu'on crée d'autres critères. Il faudrait que, comme vous l'avez souhaité, qu'on puisse confier aussi un peu ce côté-là au secteur civil pour pouvoir recruter les agents électoraux pour la Sénat. À ce niveau-là, on sait que ce n'est plus la responsabilité totale de la Sénat, mais de ceux de la société civile qui ont étudié les dossiers et qui ont proposé les personnes qui doivent le faire. On prendra ça comme des observateurs de la société civile qui l'ont fait. Mais quand c'est la Sénat qui l'a fait, la Sénat doit accepter que cela soit sa responsabilité, ce qui se passe actuellement. Parce que les résultats ou tout ce qu'on a exposé devant la Cour suprême pour les différents cas de recours, ça n'entache pas la crédibilité des élections, mais je dis souvent quelque chose, quand il y a une petite tache d'huile dans le pain blanc, c'est que le pain est sale. C'est que le pain est sale, il faut passer au nettoyage. Et la Sénat aujourd'hui a ce devoir de veiller à ce que ceux-là ou celles-là qui doivent jouer des rôles importants pour elles lors des élections, que ce soit des personnes intègres, que ce soit des personnes à même de véritablement travailler pour que devant
la Cour suprême devant les hautes juridictions en cas de recours qu'on ne voit plus au niveau du coordonnateur d'arrondissement et 200 au niveau du représentant de la Sénat. Quand c'est comme ça, le peuple béninois a des raisons de se poser des questions sur la crédibilité de ce qui est fait. Gabin Goubi, est-ce que ce n'est pas bien à présent de faire le bilan et de dessaisir la Sénat du recrutement des agents électoraux, quand on sait que parfois elle a même des difficultés pour payer ses agents électoraux ou qu'elle met assez de temps pour payer ses agents électoraux? Bon, d'abord, avant de répondre à la question, je voulais dire, la Sénat, une fois encore, n'a pas ce privilège, cette capacité-là de modifier les résultats qui sont issus des postes de vote ou de la compilation faite par le coordonnateur d'arrondissement. Vous savez, le coordonnateur d'arrondissement est le représentant de la Sénat au niveau de l'arrondissement dans lequel il est déployé. Donc, c'est lui le répondant, c'est lui qui représente la Commission électorale nationale au niveau de son arrondissement. Donc, les résultats qu'il envoie par le mécanisme qu'il envoie à la Sénat sont considérés comme des résultats authentiques jusqu'à inscription du faux. Donc, ce serait peut-être prêter de mauvaises intentions à l'institution que de dire que la Sénat à son niveau agit sur les chiffres qui lui sont transmis par le coordonnateur d'arrondissement et autres. Maintenant, par rapport à votre question, est-ce qu'il faut dessaisir la Sénat de cette attribution-là? Bon, je ne pense pas. Vous savez, la Sénat reste avant tout un organe politique, même s'il y a un bras technique à côté, parce que depuis quelques années, nous avons fait l'option de créer une direction générale des élections aux côtés de l'organe politique qu'est la Commission électorale nationale autonome. Et donc, la direction générale des élections est composée de cadres purement techniques et qui maîtrisent quand même le mécanisme, qui sont dotés d'une certaine expérience. Ce qu'il faut demander à la Sénat aujourd'hui, ce n'est pas de remettre cette attribution-là à la société civile et autres, c'est de faire en sorte que ces agents électoraux soient bien formés et que ce soit des personnes qui ont une certaine expérience de la chose. Aujourd'hui, il y a des formations qui sont faites à l'endroit de personnes qui sortent avec un diplôme d'administrateur électoral. Eh bien, c'est des gens qui ont une certaine expertise et donc à qui on peut valablement confier cette mission-là et veiller à ce que ce soit peut-être pour les recrutements des agents qui sont dotés d'une certaine expérience. Vous voyez par exemple le cas dont nous discutons aujourd'hui. Il y a eu des failles au niveau de certains coordonnateurs d'arrondissement que la Sénat a recrutés. La Sénat doit en tirer leçon parce qu'il y a un autre scrutin en vue dans à peine 2 mois et il faudrait que la Sénat fasse en sorte que ces brebis galeuses-là ne se retrouvent dans les rangs, autant de salir un peu le travail, la régularité du travail qui a été accompli. Donc c'est de ça il faut faire. C'est vrai, vous avez parlé de paiement des agents. Je ne m'érige pas peut-être en défenseur de la Sénat. C'est peut-être ces de petits réglages qui font durer la chose parce que c'est pour ce que nous savons. Ça fait près d'un mois qu'on a organisé les élections, mais on aurait appris que d'autres ne sont pas encore payés. Oui, ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux. Il y a beaucoup d'agents électoraux qui attendent d'être payés. Leur impatience est en train d'être éprouvée depuis que les élections ont été organisées. Surtout que la Sénat avait donné des assurances de ce que le paiement allait intervenir pratiquement la semaine qui allait suivre. Donc, on attend de voir. On a appris récemment qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises au niveau de l'institution pour pouvoir régler cette question-là. Nous espérons que cela va se faire au plus tôt. Donc, je pense que la Sénat ne doit pas rester sourde à toutes ces observations, toutes ces remarques, toutes ces critiques qui sont formulées à son endroit. Cela doit l'amener à parfaire sa mission pour que à l'avenir nous n'observions, n'assistons plus à de telles défaillances qui, une fois en plus, il faut le dire, ne remettent pas en cause le professionnalisme dont cette institution-là a toujours fait montre et la régularité des scrutins qui ont été toujours organisés jusque-là.
toujours pour le cas de ces agents électoraux, beaucoup d'observateurs pensent qu'il faut travailler bénévolement pour le pays et que ces agents électoraux devaient s'inscrire dans un programme dénommé le programme du volontariat. Gabin. Oui, vous en avez ailleurs, la chose a été faite, la chose a été possible ailleurs. On peut l'amener chez nous. C'est vrai qu'il sera un peu difficile, parce que nous, on n'a pas encore la culture du volontariat. Vous savez, les réformes ont toujours leur part de difficulté quand elles quand elles viennent. Et je pense qu'aujourd'hui, ce sera un peu compliqué de demander à des Béninois volontaires de se déplacer, d'aller dans tel arrondissement, organiser telle élection à leurs frais et autres. Nous n'avons pas encore cette culture-là, mais la chose n'est pas impossible. Je pense qu'on peut en faire une perspective pour les fois à venir, et on peut expérimenter cela pour voir ce que ça peut donner. Et je pense que c'est une piste qu'on peut explorer, tout en prenant des garanties de ce que au cas où ça ne marcherait pas, la Sénat devrait réfléchir à voir comment est-ce qu'il faut opérationnaliser la chose pour que cela soit incrusté dans nos habitudes. Alfred, une perspective pour la Sénat, est-ce que vous serez d'accord ou disponible à travailler gratuitement pour le pays? Vous savez, au Bénin, nous n'avons pas encore cette culture-là. Vous avez constaté que, au moins, quand les campagnes commencent, on se rend tous sur le terrain et on entend un peu ce qu'ils se disent, ce que les citoyens racontent sur le terrain. Le Béninois, à l'instant où nous parlons encore, malgré les réformes politiques et tout ce qui se passe, le Béninois, quand il va sur un terrain politique, il s'attend à ce qu'on lui remette le minimum pour son déplacement. Que tu demandes à cette même personne qui attend le minimum pour se déplacer, d'aller bénévolement travailler pour la Sénat, rester du matin au soir et terminer, et de pas s'attendre à quelque chose. C'est parce qu'il y a quelque chose à gagner qu'il y a de l'engouement autour de ça. Tant qu'il n'y a rien à gagner, vous n'aurez pas d'engouement autour de ça. Et c'est ça, c'est le propre du Béninois. Mais comme l'a dit mon aîné Goubi, c'est quelque chose qu'on peut expérimenter. Mais ça sera à notre risque. Parce que si vous voulez faire de l'expérimentation du bénévolat pour une élection présidentielle ou une élection communale ou législative, et que vous avez besoin de 3000 agents électoraux et à finir, vous n'avez que 500. Les déficits, vous allez combler ça comment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut annuler encore le bénévolat et dire bon, ok, on va vous payer? Dès que vous allez sortir le mot, on va vous payer, l'expression on va vous payer, vous verrez qu'il y aura un engouement autour. Les 3000, vous pouvez même aller à 5000. Donc, le Béninois n'a pas encore cette culture-là. Revenant sur le paiement, moi, j'ai quelques échos ici où des gens se plaignent tout le temps. Quand vous allez sur les réseaux sociaux, il y a, pour blaguer, donc qui se demandent si les bureaux de la Sénat fonctionnent toujours. Parce que ils ont fait un travail et on les a dit, tel temps vous devez recevoir les sous, depuis là, il n'y a plus rien. D'autres se posent la question encore sur combien on va réellement recevoir, parce que au début, on nous avait dit tel montant, telle personne nous a dit tel montant avant qu'on ne s'inscrive. Mais après les élections, on apprend telle chose. Il y a beaucoup de spéculation autour de l'argent que les présidents, les assesseurs autour, ils doivent prendre, le montant que chacun doit prendre. Il y a beaucoup de spéculation autour. Cela me renvoie à me poser la question, est-ce que avant de postuler, ils n'ont pas été informés de combien ils doivent prendre lors des formations des agents électoraux? Est-ce qu'on n'a pas pris la peine de leur dire à la fin, tel poste doit prendre tel montant, celui qui a pris tel poste doit prendre tel montant, dans le cadre de telle élection, voici le montant. Est-ce qu'ils n'ont pas été informés? Pourquoi cette spéculation-là? Donc, ce sont des questions que je me suis posées là. Mais déjà, pour revenir à la question principale, expérimenter le volet, le bénévolat dans l'élection au Bénin, je pense que ça serait un exercice très difficile. Moi, plutôt, je vais souhaiter que le Bénin, dans la marche vers l'amélioration, dans la marche vers le rayonnement numérique, puisse petitement essayer le vote électronique pour nous permettre d'aller à l'école des nations les plus mûres en termes d'élection,
pour que déjà, quand il se vote à Tchoumi-Tchoumi, qu'on sache en même temps pour qui il a voté, qu'on connaisse déjà les tendances avant même que les élections ne terminent. Et comme ça, on ira beaucoup plus dans la crédibilité. Et le Bénin, là où nous sommes aujourd'hui, les efforts qui sont fournis 10 ans durant et ce que le résultat issu de ces efforts fournis 10 ans durant nous permettent de nourrir l'espoir de voir beaucoup plus d'amélioration, beaucoup plus de changements en termes d'organisation des élections en République du Bénin. Déjà, nous sommes une référence pour certaines nations qui viennent à notre école. Si on peut déjà, on n'a pas besoin d'attendre que ceux qui viennent à notre école viennent à notre niveau. On peut déjà encore commencer par innover en installant d'autres astuces pour permettre aux gens de toujours nous prendre comme le quartier latin de l'Afrique. Je reste avec vous, Alfred, mais cette fois-ci, on change de sujet. Est-ce que vous faites la même observation que moi, que les dirigeants du parti, les démocrates, ce parti de l'opposition, sont taiseux? Après les élections, moi, j'ai comme impression que le parti, les démocrates, n'existe plus. C'est mon avis. J'ai comme impression, parce que juste après les résultats, il y a eu un communiqué. Après ce communiqué, tout est resté comme ça. Il n'y a plus de parti, plus d'intervention. C'est un peu comme si pour les démocrates, la vie s'arrête là. Il n'y a plus d'enjeu, il n'y a plus d'intérêt de s'opiner sur l'actualité, il n'y a plus d'intérêt de se prononcer sur ce qui se passe au Bénin. C'est un peu comme si la vie politique ça s'arrête là. Et les quelques déclarations après, j'ai sur la page du secrétaire à la communication, Guy Mintokpe aussi, on a lu des expressions. Nous sommes à un carrefour où il faut prendre des décisions. Pour moi, bon, l'expression peut être interprétée de plusieurs façons. Pour moi, c'est un peu comme si c'est le dernier cri d'un guerrier à bout de force. Vous le voyez tomber. Vous le voyez tomber vers la mouvance quand il s'exclame ainsi. C'est tout à fait possible parce que 10 ans dans l'opposition et ne gagner que les débats, ne gagner que les frustrations, ne gagner que des interpellations. Il est jeune. Et comme l'a dit Adrien, on peut dire, il ne fait pas l'opposition. On va pas en politique pour gagner, non. On va en politique pour une conviction, pour défendre le peuple. On va en politique pour des convictions, pour défendre quelque chose. Et quand ces choses que vous défendez, ça n'apporte plus ce qu'il faut, il faut réfléchir autrement. Et je pense que dans le rang de l'opposition, surtout chez nos amis du Parti des démocrates, c'est l'étape désormais de la réflexion. Ils ont connu déjà beaucoup de démissions en leur sein, ce qui a fragilisé le parti. Et il y a également la volonté du président du parti, Dr Thomas Boniaï, qui s'est opposé avec rigueur à tout ce qu'on appelle coalition, à tout ce qu'on appelle accord de gouvernance. Ça aurait été un accord de gouvernance avec UPR ou BR ou avec les deux partis, les deux forces de la mouvance, et aujourd'hui, on serait en train de dire autre chose. Parce que si cet accord avait été signé, je pense qu'aujourd'hui, à l'Assemblée 10e mandature, les démocrates doivent siéger. Parce qu'ils sont allés à 16% au plan national, alors que avec l'accord de gouvernance, ils doivent trouver juste 10%. Donc, il y a déjà cette frustration. Il y a déjà ces leçons. Chacun d'eux doivent désormais s'asseoir et faire une analyse, faire un examen de conscience. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que dans cette dynamique-là, on peut continuer et espérer quelque chose? Est-ce qu'il faut changer de temps? Est-ce qu'il faut faire ci, il faut faire ça? Les élections, dès qu'on va finir les élections présidentielles, nous allons prendre le temps de voir clairement la position de chacun. Nous allons prendre le temps de voir clairement si le Parti des démocrates continuera pas à exister ou non. Mais ça peut exister, mais ça peut changer de connotation, ça peut changer de ligne, ça peut changer de façon de voir. Parce qu'on a vu la FCB avec Yaïboni et Paul Rompé, et quand ça ne marche pas, la FCB allait connaître le même sort. Excusez-moi si je m'exprime en ces thèmes. La FCB allait connaître le même sort. Mais il y a eu certain Paul Rompé qui a dit non, bon, il faut, si c'est ça, il faut désobéir au chef. Et sa désobéissance a mené la FCB là où la FCB est aujourd'hui. J'ai dit, il y a un Paul Rompé stratège qui a su jouer avec l'intérêt des militants de la FCB. Oui. Moi, mon intérêt en jeu, mais il faut penser aussi à l'intérêt des militants. Le parti vous pensez que quelqu'un sacrifie son intérêt personnel au titre de l'intérêt de ses militants? Vous pensez-vous? Quand vous prenez le Parti des démocrates, le président Boni Yaï, le rôle
toute son expérience, de tout ce qu'il a gagné en politique en Afrique et au Bénin, il pouvait regarder ces jeunes-là, ces femmes-là qui se battent, ceux-là qui s'achinent pour redonner vie à la lutte politique de l'opposition, pour redorer le blason du parti et en acceptant aller en coalition, pour leur permettre de s'assurer d'avoir au moins... Parce qu'il faut être à des niveaux donnés pour pouvoir participer pleinement à la vie politique. Le Parti des démocrates aujourd'hui ne peut plus s'afficher publiquement, les militants ne peuvent plus faire des déclarations comme ça se faisait par le passé, parce qu'il y avait des députés. Il y avait 28 députés, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent en son temps. Mais maintenant, quand vous n'avez plus rien, vous allez dire quoi à qui? Qui veut vous entendre? Donc il y a ce côté, il y a cet aspect qu'on n'a pas pris en compte. On aurait pu considérer cet aspect de la chose et prioriser l'intérêt des militants. Les militants du Parti des démocrates, en tant que politique, auraient souhaité être dans les conseils municipaux ou au niveau des arrondissements. Il aurait souhaité être conseiller pour pouvoir participer au débat public. Il aurait souhaité être député pour participer au débat public. Mais les décisions prises en amont n'ont pas permis au parti de pouvoir obtenir ces résultats-là. Et conclusion, ils étaient absents à la présidentielle, absents aux élections municipales et communales, et ils ont participé aux élections législatives, mais le résultat a été ce que ça sera. Et puis, on a vu ce que ça a donné. Les démocrates qui ont eu de 28 députés à l'Assemblée n'ont pas pu avoir ne serait qu'un député pour la 10e mandature parce que le quota demandé par le code n'a pas été trouvé. Ce qui veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui les a fait quelque chose, ce sont les électeurs qui n'ont pas voté pour leur permettre d'avoir les 20% de suffrages exprimés au plan national. Et ils ne peuvent que s'en prendre à eux-mêmes. De faire, il faut pour en tirer des conclusions. Gabin Goubi, est-ce que vous pensez que le comportement de l'ancien président Boni Yayi est en train d'influencer le comportement de ses autres militants, puisqu'il est devenu taiseux, les autres également gardent la main au menton? Oui, vous savez, dépendait de l'orientation que le président Boni Yayi allait lui donner. Aujourd'hui, le parti est à un carrefour de son histoire. Je pense que c'est le moment de faire le point. Et l'avènement de Boni Yayi en politique, son influence sur la formation politique, eh bien, c'est autant de facteurs qui ont joué à ce qui est arrivé à cette formation politique. Vous imaginez un Boni Yayi qui s'était un peu détaché de la chose politique, qui était peut-être en retrait, ou bien qui était dans une position moins influente pour le parti, les résultats auraient été peut-être différents. Donc les choix stratégiques, les options qu'il a eu à faire à des moments donnés ont compromis d'une manière ou d'une autre l'avenir du parti. Il ne faut pas se voiler la face. Au-delà de ce que l'observateur peut dire ou peut avancer comme analyse, il y a même au sein du parti des personnalités qui ont quand même bien tiré sur la sonnette d'alarme à des moments donnés. Et si on avait véritablement pris en compte leurs desiderata, peut-être le parti n'aurait pas subi ce qu'il a eu à subir aujourd'hui là, au point de se retrouver dos au mur. Dos au mur parce que ce n'est pas facile de devoir faire face à un pouvoir en place un pouvoir qui se met en place pour 7 ans. Ce n'est pas facile après avoir égrené 10 ans d'opposition, eh bien de vous lancer encore pendant pratiquement 7 ans et sans élus, sans représentants au niveau des conseils communaux, sans représentants au niveau de l'Assemblée nationale, sans représentants dans les sphères de décision. Avouez que c'est un peu difficile pour cette formation politique-là, qui se retrouve pratiquement à la croisée des chemins et qui devrait donner de nouvelles orientations à la forme avec laquelle elle doit désormais animer la vie politique. Déjà que le parti qui avait 28 députés avait beaucoup de mal à quand même bien affronter la majorité qui était en face. Mais au moins, avec ces 28 députés-là, le parti a réussi à faire échec à la tentative de révision de la Constitution de 2024. Donc, c'est des choses qui comptent et ce n'est pas rien. Et aujourd'hui, ils n'ont pratiquement plus de marge de manœuvre. Ils devront se contenter peut-être de critiquer, mais est-ce que leurs critiques vont vraiment influencer le pouvoir en face? C'est des questions que je me pose. Donc, le parti est aujourd'hui à un carrefour. Je pense qu'il y a un vent
de démobilisation qui se dessine. J'entends beaucoup de militants qui se disent on ne peut pas continuer à sacrifier notre avenir au profit d'une formation politique qui n'a pratiquement plus voix au chapitre. Est-ce qu'il faut continuer à faire preuve d'une certaine conviction politique pour des gens qui aujourd'hui dont les voix ne vont plus porter comme avant? C'est un peu difficile, et quand on dit que beaucoup vont se retrouver de l'autre côté, je ne peux pas douter, c'est vrai. De l'autre côté également, il y a beaucoup qui attendent à ce qu'on les prenne en compte. Est-ce que si l'opposition arrivait à disparaître, ça arrange aussi le pays? C'est des questions qu'il faudra se poser. Donc moi, je postule plutôt pour que le parti tire le son de tout ce qui a pu lui arriver en son sein, comme défection et autres, parce qu'au-delà des critiques de ce qu'on peut imputer au pouvoir en place pour dire que c'est eux qui sont à la cause de notre malheur et autres, c'est des arguments que moi je ne corrobore pas pour autant, parce que je me dis c'est parce qu'il y a une fissure en votre sein que les adversaires se sont infiltrés, et c'est comme si votre mur qui est devenu lézardé, l'adversaire va en profiter pour chercher à vous nuire. Donc le parti va faire le point de tout ce qui a pu lui arriver au travers du processus électoral qui est en cours, et chercher à voir comment se reparamétrer pour pouvoir remettre en confiance les militants pour assumer son rôle de contre-pouvoir et d'opposition comme certains le souhaitent. Alfred, dissolution du parti ou que le parti rejoigne simplement la mouvance? Non, on peut plus parler de dissolution aujourd'hui, mais on peut parler de coalition. Si leur conviction c'est de toujours rester dans l'opposition, il y a la possibilité de se rallier au post-Corepo un Bénin émergent qui, malgré tout ce que les gens disent, se réclament toujours de l'opposition. On a la possibilité de se rallier à la FCBE pour jouer le rôle de l'opposition. Tout comme il y a des militants au sein du parti qui, au vu de tout ce qui s'est passé, au vu des résultats obtenus et au vu de leur ambition de pouvoir participer pleinement à la gestion de la chose publique, peuvent rejoindre également la mouvance présidentielle. Il y a des leaders au sein de l'opposition qui aujourd'hui, si ces personnes-là se retrouvent dans un parti de la mouvance, même ceux qui sont là avant eux, même vont les laisser la place parce que on connaît leurs influences, on connaît leurs apports, on connaît leur niveau, on connaît leur expérience politique et on ne saura jeter ces personnalités-là de côté. Je prends un certain Éric Rouleté qui rejoint, je dis quelque chose de bête seulement, un certain Éric Rouleté qui rejoint Union Progressive de Renouveau, et qu'on fasse le positionnement sans le mettre, on doit pouvoir le mettre en une position. Donc, je pense que il y a beaucoup de jeux, il y aura beaucoup d'équations désormais. Après cette élection, on a vu, mon aîné Gabel Goubi disait quelque chose tout à l'heure là, vous pouvez plus participer. Les démocrates, avec 28 députés, ont vaille que vaille difficilement fait face à la machine présidentielle. Mais avec leur absence au sein des communes et au niveau de l'Assemblée, comment est-ce que le travail va se faire? Les moyens financiers à la discussion des partis politiques, comment est-ce que ça va venir? La FCBE, avec sa participation aux 3 différentes élections, peut déjà balancer, peut déjà peser dans la balance pour le poste de chef de file de l'opposition. Les démocrates deviennent quoi au final? Comment est-ce que ça va se passer? Qui va financer le parti? Qui va financer désormais les activités du parti? Oui, Boni Yahi est là, il a toujours les moyens pour pouvoir supporter, mais pendant combien de temps il le fera encore? Il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser, et au vu des résultats qui sont observés à l'issue de ces compétitions-là, beaucoup d'électeurs ou beaucoup de militants, pour ceux que je connais déjà à Paracouti ou dans le septentrion, beaucoup se posent des questions sur leur avenir politique, et que ça soit à Paracouti ou partout au plan national, c'est la même question que beaucoup d'électeurs, beaucoup de militants démocrates se posent. Est-ce qu'il faut rester cette dynamique-là, la dynamique qu'on a, la souffrance qu'on a endurée pendant 10 ans, est-ce qu'il faut rester encore dans cette même dynamique-là 7 ans ou 14 ans après? Donc, je pense que c'est une très belle question, et la réponse à cette question permettra à chacun de ces militants-là de prendre une bonne décision, une décision qui va leur permettre de prioriser
leur propre avenir. Se fondre dans la mouvance où l'opposition revient au Parti des démocrates en fonction de sa conviction de voir s'il faut rester avec la FCB. On peut demeurer partenaire, on aura des accords avec la FCB pour pouvoir toujours opiner sur la chose politique, ou comme se fondre dans la mouvance pour laisser la FCB seule. Gabin Goubi, est-ce que pour vous, il faut se fondre ou aller faire une alliance avec un parti de la mouvance présidentielle? Non, je laisse les partis, les responsables du parti décider. Mais moi, je trouve que ce serait malsain qu'on ait un environnement politique sans opposition du tout, parce que la critique est l'essence même de la démocratie, et ça permettra même au pouvoir en place de savoir sur quel levier agir, parce que ceux qui sont avec vous ne vous diront pas forcément la vérité, de peur d'être considérés comme des ennemis ou de susciter des intentions malveillantes de votre part. Donc, un parti politique qui joue le rôle de contre-pouvoir, je pense que c'est ce qui est à souhaiter dans une démocratie comme la nôtre. Aujourd'hui, le parti est à un tournant décisif de son histoire. Vivement qu'il soit inspiré pour prendre les bonnes options, les bonnes décisions pour l'avenir. C'est difficile, certes, parce que vous savez, la poignée de militants, les milliers de militants qui sont dans cette formation politique avaient un seul espoir, l'espoir que ce parti pouvait provoquer l'alternance au sommet du pays, pour qu'ils puissent trouver, n'est-ce pas, leur compte en matière d'amélioration de conditions de vie et autres. Aujourd'hui, cet objectif n'a pas pu être atteint. Le parti, une fois encore, saura tirer les leçons de ce qui a pu faire en sorte qu'il se retrouve dans cet état-là. Et je trouve pas que ce soit la bonne option que d'aller se greffer sur la mouvance présidentielle. Pour moi, ce n'est pas l'idéal qu'il faut souhaiter dans un système démocratique, mais ce parti saura tirer leçon de ce qui a pu lui arriver pour pouvoir se réorienter et se repositionner sur la scène politique. Merci à vous, Gabin Goubi. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du quotidien Le Matinal. Merci à vous, Alfred Adjamagboussou. Merci d'avoir été des nôtres. Vous êtes le directeur de publication du quotidien Du Coin Info. Que dit la presse? C'est fini pour ce numéro. Retrouvez Kazmi OK pour le 4e numéro de cette émission demain. À la technique, c'était Jacob Godonou. Jacob Godonou. Jacob Godonou. Jacob Godonou. Jacob Godonou. Jacob Godonou.